Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolues ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps et l'espace jusqu'aux Pays-Bas. Au cœur de notre histoire se trouve une jeune femme nommée Sarah Pappenheim. Née sous le ciel glacé du Minnesota le 30 janvier 1997, Sarah était le 2e joyau précieux de Donné Odegaard et Jerry Pappenheim. Leur premier trésor était Josh, un frère aîné qui partageait un lien indissoluble avec Sarah, un lien qui ne faisait que se renforcer avec le temps. Alors que Sarah entrait dans sa 2e année de vie, la famille Pappenheim a décidé de quitter les rives enneigées de Minnesota pour le soleil radieux de Redding, en Californie. C'est là que Sarah a obtenu son diplôme de la Foothill High School en 2015. Mais elle n'était pas seulement une étudiante, elle était aussi une musicienne passionnée. Membre du groupe de l'école où elle jouait de la batterie. La musique, et plus particulièrement la batterie, était l'âme de Sarah. Elle était une batteuse accomplie, ses mains créant des rythmes hypnotiques lors des sessions de jam hebdomadaires à Redding. Sarah n'était pas seulement reconnue pour son talent à la batterie, elle était aussi l'une des rares femmes à prendre place derrière les fûts sur scène. À l'âge de 18 ans, Sarah a fait ses adieux à la Californie et est retournée dans son Minnesota natal avec sa mère et son frère. À cette époque, ses parents avaient divorcé. Malgré cela, Sarah a continué à jouer de la batterie dans divers lieux du Minnesota. Un jour, le destin a fait en sorte que sa musique croise le chemin du célèbre guitariste et chanteur de blues, Bernard Allison. Impressionné par la performance de Sarah, il l'a invité à participer occasionnellement à ses concerts. À 19 ans, Sarah était devenue une célébrité locale parmi les fans de blues. Son sourire éclatant lui a valu le surnom affectueux de Ronald McDonald. Cependant, tout n'était pas rose dans la vie de Sarah. Le divorce de ses parents avait profondément affecté Josh, qui luttait contre la dépression et les problèmes de santé mentale. Personne ne pouvait imaginer comment cette lutte allait se terminer. Un jour de février 2016, alors que Donné ouvrait la porte à des coups insistants, elle a été accueillie par des policiers qui lui ont demandé si elle était la mère de Josh Pappenheim. Après avoir confirmé qu'elle l'était, les officiers lui ont annoncé la nouvelle qui a divisé sa vie en 2, avant et après. Josh, à l'âge de 20 ans, a mis fin à sa vie. Son départ a été un coup dévastateur pour sa famille. Le message de Donné sous la nécrologie de Josh, dans lequel elle promet d'aimer son fils pour toujours. C'est une promesse qu'elle tient encore aujourd'hui et qu'elle tiendra pour toujours. Sarah et Josh, 2 âmes liées par le sang et l'amour, étaient inséparables. La perte de Josh a laissé un vide dans le cœur de Sarah, un vide qu'elle a choisi de combler en se tournant vers la psychologie pour aider ceux qui, comme son frère, luttaient contre leurs démons intérieurs. Au fil du temps, Sarah a noué une amitié avec un certain Nico Carson Major. Ce jeune homme, résidant aux Pays-Bas, est devenu un phare de soutien pour Sarah, l'aidant à naviguer à travers les eaux tumultueuses de la perte et des études universitaires. Poussée par un désir d'apprendre et d'aider, Sarah s'est inscrite à l'université Erasmus de Rotterdam pour étudier la psychologie. Malgré son immersion dans le monde académique, Sarah n'a jamais perdu de vue sa première passion, la musique.
Elle a continué à jouer de la batterie et a même réussi à économiser de l'argent pour acheter le kit de batterie dont elle rêvait depuis si longtemps. Elle a partagé cette nouvelle avec Bernard Allison, un ami et musicien accompli avec qui elle avait déjà partagé la scène. En janvier 2017, lors d'une tournée européenne de Bernard Allison, Sarah a eu l'occasion de célébrer son 20e anniversaire d'une manière mémorable. Accompagnée de Nico, elle a assisté à un concert d'Allison en Allemagne. Dès que Bernard a repéré Sarah dans la foule, il l'a invitée sur scène. I know I'm black and she's white, but we come from the same background. We'll say goodnight. Say happy birthday one more time. Après lui avoir souhaité un joyeux anniversaire, il l'a invitée à rejoindre le groupe pour une performance. Un moment immortalisé dans une vidéo de ce jour spécial. Sarah a continué à vivre à Rotterdam, dans un complexe d'appartements situé à seulement 1 kilomètre de l'université. Alors que l'année 2018 touchait à sa fin, elle prévoyait de rentrer chez elle, aux États-Unis, pour passer Noël en famille. Son vol était prévu pour 1 semaine avant le réveillon du Nouvel An. Cependant, le 12 décembre, le destin a frappé à nouveau. Donnie Odegaard, la mère de Sarah, a été confrontée à un cauchemar familier. Un policier à sa porte. Lorsque l'officier a commencé à lui poser des questions sur Sarah, Donnie a senti ses jambes fléchir sous le poids de l'angoisse. Elle savait, au plus profond d'elle, ce qu'on allait lui dire. Mais elle ne pouvait pas y croire. Lorsque l'officier a confirmé que la mère de Sarah Pappenheim était bien devant lui, il lui a annoncé avec une tristesse palpable que sa fille était décédée. À ces mots, Donnie s'est évanouie, submergée par le chagrin. Donnie Odegaard, une mère qui avait déjà perdu un enfant, a dû faire face à l'impensable, la perte de son 2e enfant. Son fils Josh avait quitté ce monde à l'âge de 20 ans, et maintenant, sa fille Sarah, à l'âge de 21 ans, avait également été arrachée à elle. La vie de Donnie Odegaard a été une fois de plus bouleversée par une tragédie inimaginable. Sarah vivait dans un complexe d'appartements aux Pays-Bas, principalement occupé par des étudiants comme elle. Elle partageait son appartement avec un autre étudiant, Joel Schelling, un contrebassiste talentueux. La musique était leur terrain d'entente, un lien qui les unissait malgré leurs différences. Sarah, toujours souriante et sociable, contrastait fortement avec Joel, qui était plus réservé et avait un tempérament. Malgré leurs disputes occasionnelles, Sarah refusait de laisser Joel seul avec ses problèmes, se souvenant trop bien de ce qui était arrivé à son frère Josh. Elle avait confié à sa mère qu'elle était capable de calmer Joel lorsqu'il se mettait en colère. Cependant, avec le temps, la situation a commencé à se détériorer. 6 jours avant son décès tragique, Sarah a écrit à son ami Adam Pryor, exprimant sa peur de Joel, qui avait menacé de nuire physiquement à 3 personnes qu'il n'aimait pas. « Je dois aller à la police », avait-elle écrit. Dans les jours qui ont précédé son décès, Sarah a parlé à sa mère de son inquiétude croissante concernant le comportement de Joel. Donnie a conseillé à sa fille de chercher un autre endroit où vivre et de rester à l'écart de Joel jusqu'à ce qu'elle déménage. Le mercredi 12 décembre 2018, à 12h20, les voisins de Sarah et Joel ont appelé la police après avoir entendu une dispute bruyante suivie de cris terrifiants de Sarah. Lorsque la police est arrivée, ils ont trouvé Sarah inconsciente sur le sol, couverte de blessures par arme blanche. Malgré leur tentative de réanimation, Sarah a succombé à ses blessures. Joel n'était pas sur les lieux,
ayant apparemment pris la fuite, et la police a lancé une chasse à l'homme pour le retrouver. Les enquêteurs, en interrogeant les voisins, ont appris que Joel Schelling avait quitté l'appartement en hâte, emportant avec lui une contrebasse. Cet instrument imposant est devenu un détail distinctif dans la description de Joel envoyée aux forces de l'ordre moins de 2 heures après le crime. Joel Schelling, âgé de 23 ans, a été arrêté à la gare d'Eindhoven, à environ 60 miles de Rotterdam. Il était en route pour rendre visite à ses parents qui vivaient à Eindhoven. Dans le train, il a appelé sa mère et lui a avoué avoir ôté la vie à Sarah. Le juge a ordonné son placement en détention pour une durée de 14 jours, le temps de déterminer si Joel souffrait de troubles mentaux. Les experts médico-légaux qui ont pratiqué l'autopsie ont dénombré 27 blessures par arme blanche sur le corps de Sarah, dont plusieurs au cou, à l'abdomen et au dos. Deux jours après le décès tragique de sa fille, Donnie Odegaard s'est rendue aux Pays-Bas. Elle devait prendre la décision difficile de rapatrier le corps de Sarah aux États-Unis. Pour cela, elle devait réunir 40 000 $, une somme que la famille a réussi à collecter grâce à l'aide de personnes bienveillantes. La première chose que Donnie a cherché à savoir était si Sarah avait signalé à la police que son colocataire avait l'intention d'attaquer 3 personnes. Il s'est avéré que Sarah n'avait pas contacté les forces de l'ordre, mais avait fait appel à des travailleurs sociaux pour aider Joel. Ces travailleurs sociaux ont rendu visite à Joel et ont eu l'impression qu'il était stable, répondant calmement et directement à toutes leurs questions. Cependant, le lendemain, Sarah a dû les contacter à nouveau. Joel, dans un accès de colère, s'était frappé avec un marteau et avait déclaré qu'il devait se débarrasser de plusieurs personnes. Sarah craignait que Joel découvre qu'elle était celle qui avait envoyé les travailleurs sociaux. Malheureusement, le spécialiste n'a pas eu le temps de répondre à la deuxième demande de Sarah, car elle était déjà décédée. Joel a été accusé d'avoir causé la mort de Sarah Pappenheim. Il a reconnu sa culpabilité, mais a affirmé ne pas se souvenir d'avoir ôté la vie à Sarah. Selon lui, il se souvenait seulement du début de leur dispute et du moment où il s'est retrouvé sous la douche, en train de se nettoyer. Le procès de cette affaire tragique a débuté en mars 2019. Donnie Odegaard, la mère de Sarah, a assisté à chaque audience, comprenant les délibérations grâce à l'aide d'un interprète. Au cours du procès, Joel a révélé qu'il souffrait de délire et entendait des voix dans sa tête. Lorsque le juge lui a demandé si ces voix lui avaient ordonné de se battre avec Sarah, Joel a répondu qu'il ne savait pas et ne se souvenait pas. Il a également affirmé ne pas se souvenir de ce qui avait déclenché la dispute entre lui et Sarah. Avant l'annonce du verdict en décembre 2019, des experts ont conclu que Joel souffrait de divers troubles nécessitant un traitement à long terme, mais qu'il devait néanmoins être tenu responsable de la mort de Sarah Pappenheim. Les médecins ont estimé que Joel, se souvenant du début de la bagarre et de la lutte avec Sarah, aurait pu choisir de s'arrêter ou de saisir le couteau. Il a choisi cette dernière option et devrait donc être puni. Le procureur a requis une peine de 10 ans de prison pour Joel, mais le juge de Rotterdam l'a condamné à 6 ans de prison, suivi d'une détention psychiatrique indéfinie. Le tribunal a expliqué qu'il rejetait la demande du procureur pour une peine de 10 ans de prison, en raison du jeune âge de Joel et de sa capacité extrêmement diminuée lorsqu'il a ôté la vie à Sarah. Par conséquent, Joel ne pouvait pas être entièrement blâmé pour le crime commis. Lors de la condamnation, le tribunal a publié une déclaration détaillée expliquant que, compte tenu de la gravité et de l'imprévisibilité du crime, ainsi que des troubles psychologiques graves de Joel, il était très probable qu'il commette à nouveau un crime violent. Joel souffre de troubles chroniques nécessitant un traitement et un suivi prolongé dans un cadre clinique. La détention psychiatrique a été caractérisée comme une mesure punitive pour Joel, qui a déclaré être prêt à suivre un traitement pour la dépression et d'autres troubles. Joel restera en traitement jusqu'à ce que le tribunal, qui examinera son statut tous les 2 ans, détermine qu'il est suffisamment rétabli pour être libéré. Le tribunal a également ordonné à Joel de verser 68 700 € d'indemnisation à la famille de Sarah. Donnie Odegaard était furieuse contre la sentence, affirmant que ce n'était pas la justice. Elle s'attendait à une peine minimale de 10 ans aux États-Unis.
Donnie a déclaré que dans son pays, Joel aurait été condamné à la réclusion à perpétuité ou à la peine de mort, ce qui l'aurait empêché de commettre à nouveau un tel acte. Elle a également exprimé son inquiétude quant à la possibilité que Joel soit libéré sur parole après seulement 4 ans, promettant de faire tout ce qui est en son pouvoir pour le garder derrière les barreaux aussi longtemps que possible. Une enquête a également été menée sur les travailleurs sociaux que Sarah avait contactés. Il a été conclu qu'il ne pouvait pas être blâmé car il n'était pas suffisamment compétent pour diagnostiquer les troubles dont Joel souffrait. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.